Ok, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier, qui est membre du programme de formation Les Clés de l'immobilier et qui, comme Bogart et Charlène, va nous présenter son parcours et nous parler de ses résultats. Salut Xavier, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci. Que- Merci d'accepter mon invitation et d'échanger ton parcours. Est-ce que tu peux tout de suite nous dire, voilà, tu es fraîchement propriétaire d'un premier investissement immobilier. Quels sont les gains estimés sur ce premier investissement? Ouais, donc c'est un appartement que j'ai acheté de base pour louer. Au final, je me suis rendu compte que je pouvais faire une belle plus-value, du coup, de 20 000 euros. Et j'ai estimé ça vraiment d'une manière pessimiste, donc je pense que ça peut être beaucoup plus. Ok, donc premier investissement, minimum, en gros, 20 000 euros de plus-value. Excellent. Ok, et ben voilà de quoi on va parler lors de ce podcast. Donc, on va reprendre le parcours de Xavier un petit peu du début à la fin. Et le but, c'est de vous donner des conseils un petit peu sur toutes les étapes pour que vous puissiez, vous aussi, avoir de tels résultats le plus vite possible. Est-ce que déjà, tu peux nous dire quel âge tu as, d'où tu viens, de quelle région, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour Alors, situer. j'ai 25 ans, je viens d'Alsace, Ok, je suis chauffeur professionnel. ok. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que tu as investi dans cette région ou dans une autre région? Dans une autre région, hein. Non, j'ai acheté dans la région Franche-Comté, donc à Besançon. Ok, ok, ok. Et donc, par rapport à ton emploi, donc handballeur professionnel, quel type de contrat c'est? C'est des CDI, c'est des CDD, c'est des intérims? Ça se passe comment? C'est des CDD en général, c'est des contrats d'un an ou 2 ans. Ok, Des fois, trois, mais c'est donc, plus rare. ok, donc concrètement, avec un CDD, tu as pu investir en immobilier et sur ton premier projet, bah, tu vas gagner minimum 20 000 euros. Comme quoi, encore une fois, c'est possible. Ok, Ouais. cool. Euh, Quand est-ce que ça t'est venu cette idée, le tout début, le jour où tu te dis, OK, je vais peut-être investir dans l'immobilier? Pourquoi choisir finalement de se lancer dans ce domaine et pas forcément dans un autre domaine en fait? Comment ça t'est venu cette idée? Bon, ça faisait un moment que j'étais intéressé par l'immobilier, donc voilà, ça faisait 5 ans que je Ah voulais ouais, me lancer, mais bon, j'hésitais un petit peu, je n'osais pas trop, ok. jusqu'au bah, il y a eu le confinement, et puis on m'a parlé de ta formation, et puis voilà, Ouais. j'ai ouvert ta formation, je l'ai suivi à la lettre, et puis là, ça m'a vraiment motivé et poussé à investir. Yes, bah, comme Bogart, un peu ce confinement, finalement, il aurait été mis à profit et c'est chouette. Effectivement, il y en a plein, malheureusement, qui ont souffert, enfin, même tous, mais on a aussi eu du temps pour faire d'autres choses et tu l'as fait et c'est chouette, quoi. Ok. Donc, bah voilà, ce projet, ça s'est passé comment? Par quoi tu as commencé finalement? Est-ce que tu as tout de suite cherché un bien? Est-ce que tu es allé voir les banques? Est-ce que tu as fait une étude de marché? C'était quoi la première étape qui t'a mené à ce résultat? Donc, au début, en fait, je cherchais dans la région de Mulhouse, mais je n'étais pas sur place. Du coup, c'était un petit Ok. peu compliqué. Ouais. Donc, j'ai démarché là-bas, j'ai vu pas mal de banques et tout pour voir un peu ce qu'elles pouvaient proposer. Ok. Là, je me suis rendu compte qu'en n'étant pas sur place et que les bonnes affaires qui partaient à une vitesse folle, bah, c'était pas possible Ouais. de faire la visite la semaine d'après ou quoi. L'annonce était déjà plus là. Donc, au final, je me suis mis à étudier le marché sur Besançon, à étudier, enfin, aller voir les banques du côté de Besançon. Et du coup, j'ai commencé des visites ici. Et voilà, le marché était un peu moins rentable sur le papier, mais Ok. j'ai quand T'étais même sur réussi à. place. Ouais, et tu étais sur place. Ça, c'est vrai que c'est important et j'en parle voilà, dans la formation, mais en principe, surtout le premier projet, c'est quand même beaucoup plus simple d'investir autour de chez soi. Après, on peut quand même s'écarter un petit peu, peut-être aller à 30, 40 minutes de chez soi. Et en s'écartant, on trouve un peu en principe de tous les secteurs. Mais c'est vrai que d'être sur place pour cette réactivité, c'est important parce que, comme tu l'as dit, les meilleures affaires, elles partent dans les 24-48 heures. Et si on n'est pas capable d'aller visiter un bien dans les 24-48 heures quand un agent immobilier nous appelle ou quand on voit une annonce sur le Bon Coin, eh bien, elle va disparaître. Donc, et en plus, il y a l'aspect réseau. Voilà, tu es sur place, tu peux aller voir les banquiers, tu peux aller voir des notaires, tu peux justement aller voir des agences immobilières, etc. Ça, c'est plus simple. Donc, du coup, cet investissement, tu l'as trouvé par le biais des agences, justement, par les apporteurs d'affaires, en off-market ou sur des sites? En fait, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Ok, Donc oui, j'ai eu pas mal de chance de ce côté-là. Bon, après, je regardais tous les jours les annonces.
Au final, il y avait un agent immobilier, donc je l'ai appelé. L'agent immobilier était super aussi, donc on a pu négocier, j'ai pu négocier le bien. Mais bon, je me suis décidé dans la journée pour acheter. Donc, Ouais, bah pas le choix, hein, pas le choix, pas le choix. Alors, par contre, j'ai pas compris. Du coup, c'était une annonce sur Le Bon Coin, mais une annonce d'une agence. C'est ça? oui, c'était l'annonce Ok, d'une agence. ok. Donc, tu as quand même acheté par le biais d'une agence, mais c'est pas l'agent immobilier qui t'a rappelé, c'est pas voilà, de l'apporteur d'affaires, c'est toi qui allais chercher l'affaire, quoi, clairement. C'est ça. Ok, ok. Comme J'ai quoi, essayé encore. de créer un peu des contacts avec des agents immobiliers, mais Ouais, ça n'a rien donné. J'avais fait quelques visites comme ça, ok, mais ça n'a rien donné. Et puis, ça, c'est un agent immobilier que je connaissais pas ouais, et ok, avec qui le feeling est super bien passé. ok, super. Et Non, je sais que si j'ai besoin, je le rappelle. donc c'est cool, ouais, bah encore une fois, ça montre déjà qu'il y a quand même des bonnes affaires à faire sur les sites d'annonces, même si c'est par le biais d'une agence et qu'il y a une commission d'agence. Et il faut quand même aussi en parallèle, bien sûr, activer ce levier du réseau d'apporteurs d'affaires, aller voir des agences immobilières comme tu l'as fait. Ce coup-ci, voilà, c'est venu par le bon coin, mais grâce à ça, effectivement, tu t'es peut-être aussi créé ton futur réseau. Encore une fois, un seul agent immobilier peut suffire pour se créer un réseau d'apporteurs d'affaires. Un agent immobilier va peut-être avoir 50, 60 biens par an qui va rentrer en portefeuille. Donc, toi, investisseur, si tu en achètes deux ou trois, c'est déjà très, très une belle année. Donc, ça suffit en fait d'avoir un seul agent immobilier avec qui on est potes. Donc ça, c'est cool. Donc là, bah, du coup, pour le coup, continue à communiquer avec cette personne, même si tu changes de secteur, etc. Je t'invite à vraiment à temps en temps, enfin, si tu cherches à investir encore sur ce secteur, bien sûr, hein, mais je t'invite sinon à voilà, lui passer un petit coup de fil de temps en temps ou un petit email, bonne année, joyeuse Pâques, etc. Voilà, une petite chose toute bête, mais entretiens cette relation parce que là, tu fais le plus dur, c'est de la créer, de gagner sa confiance en lui montrant que tu es acheteur. Donc maintenant, c'est juste une fois par mois, un petit email ou un petit truc et ça va suffire si un jour tu recherches à investir sur ce secteur bah, pour qu'il te propose du coup certainement d'autres bonnes affaires, quoi. Ok, cool. Ça marche. Du coup, ok, donc tu vois l'annonce, ça passe par agence immobilière, tu visites le bien et donc là, ouais, comme tu as dit, tu t'es décidé dans la journée. Comment ça s'est passé cette journée? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette journée? Cette journée, en fait, j'ai eu la chance qui est le propriétaire sur place Ok, et qui a donné beaucoup d'informations sur le bien. ok, cool. Donc voilà, j'étais avec ma copine et puis on a fait comme si on voulait habiter dedans. Ouais, Et en fait, c'était un monsieur qui vendait l'appartement de sa mère qui était parti en EHPAD. Et donc voilà, il fallait payer l'EHPAD. Donc j'ai senti que l'appartement, il fallait le vendre vite, quoi. Donc ouais, ok, on a un peu voilà, essayé de trouver un bon feeling avec le propriétaire en disant excellent. que, en faisant semblant d'être un petit couple de jeunes qui allaient vouloir habiter reprendre l'appartement parental. Donc voilà. Et après, en fait, je me suis rendu compte que ouais, c'était un appartement avec un beau potentiel Ok. qui peut faire entièrement, enfin tout rénové, quoi, donc avec pas Ouais. mal de travaux, Mhm. mais pas de gros travaux non plus. Et donc, je me suis rendu compte que bon, si on se décidait vite, il y avait moyen de négocier, quoi. Ok. Donc tout ça, ça s'est passé. Il y a le chat qui veut participer à la vidéo, c'est ça? Au podcast, pardon. C'est ok, c'est cool, il est bienvenu. Tout ça, ouais, ça s'est passé pendant ta visite sur place, je dirais, dans l'appartement ou genre, tu as fait la visite, tu es rentré chez toi, tu as réfléchi, tu as fait des calculs, tu en as parlé avec ta compagne, etc. Et le soir, vous avez rappelé. Comment ça s'est passé concrètement? En quel laps de temps tu as fait tout ce travail, quoi? Bah, tout s'est passé pendant la visite, en fait. Ouais. Après, l'offre, je l'ai faite plus tard, Ok. parce que je me suis dit, voilà, fallait, pour trouver vraiment le montant Ouais. auquel pour l'offre, Ok. les calculs et tout ça, mais je savais que quand j'avais fini la visite, je savais que j'allais faire une offre, quoi. Ok, mais tu n'avais pas encore fait d'offre, même orale, pendant la visite. Tu avais juste dit oui, ça m'intéresse, je vais vous faire une offre. Oui, c'est ça. Ok, ok, ok. Ok, excellent. Là encore, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont super importantes et je voudrais revenir dessus. Premièrement, voilà, effectivement, quand le vendeur est sur place et que tu arrives à te faire un peu copain-copain et comprendre
ses besoins, comprendre ses problèmes, eh bien, clairement, c'est des armes que tu vas posséder pour négocier derrière. Et la négociation, c'est ça, c'est pas être en confrontation avec un vendeur, c'est pas le prendre de haut, je dirais, ou déblatérer tout un script appris par cœur de négociation. Non, c'est avant tout d'instaurer une relation de confiance, de se faire un petit peu copain-copain et surtout, voilà, comprendre ses besoins, comprendre ses problèmes, comprendre ses urgences, comprendre sa situation. Et là, voilà, tu as tout de suite déjà décelé qu'en gros, il avait envie de vendre vite, qui pouvait peut-être, a priori, se permettre de vendre peut-être un petit peu moins cher que le prix du marché au vu de sa situation. Et donc, c'est aussi ça qui t'a permis derrière de, j'imagine, tempérer ton offre pour savoir à peu près à quel prix tu te positionnes, quoi. Donc ça, c'est vraiment important ce qu'a dit Xavier. Voilà, la négo, ça commence par ça. Donc, effectivement, quand le vendeur est sur place, c'est plus simple, mais je dirais que ça marche un petit peu aussi pareil avec un agent immobilier en direct. Bah, pareil, si on arrive à se faire copain-copain avec l'agent IMO, ça sera beaucoup plus simple que de lui dire moi j'achète à ce prix-là, sinon c'est rien, merci, au revoir, et de le prendre de haut. Donc voilà, ça c'est important. Et effectivement, la partie travaux, bah, on se rend compte hein, de toute façon, que ce soit avec Bogart, Charlène, toi, que bah, à un moment donné, si on veut atteindre des résultats qui sortent un peu du lot, c'est-à-dire pas faire des projets qui nous font perdre de l'argent tous les mois, du cash flow négatif, mais du positif ou de la plus-value, eh bien, il faut apporter de la valeur ajoutée à un bien. Ça passe soit par, des fois, c'est juste de la déco, des fois, ça peut être voilà, des rénaux, comme tu le dis, assez complètes quand même, mais c'est pas non plus une construction, il n'y a pas de gros murs à casser ou quoi que ce soit. Ça peut être des grosses rénaux, des agrandissements, des surélévations, des divisions, ça peut être plein de choses. Mais ça passe par ça. C'est comme ça qu'on fait les meilleures affaires. Finalement, c'est en créant justement des bonnes affaires, en créant de la valeur dans un bien. Donc voilà, c'est encore deux points effectivement que tu as évoqués et qui sont super importants pour pouvoir vraiment gagner de l'argent rapidement grâce à l'immobilier. Du coup, ouais, tu fais ton offre. Donc voilà, comme tu as dit, tu as fait tous tes calculs. J'imagine tu as calculé donc ton cash flow, ta rentabilité, ton taux de rendement interne, etc. C'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et tout ça, bien sûr, en mode plutôt pessimiste, en essayant de prévoir les imprévus pour justement ne pas avoir de surprise derrière. C'est ça que tu as fait? Oui, c'est ça. Ok, au top, parfait. C'est vraiment comme ça, encore une fois, le but, c'est pas d'écrire des chiffres en bout de papier pour se faire rêver et derrière avoir des mauvaises surprises. Non, le but, c'est d'investir sereinement en sachant où on va et de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause et d'être réaliste sur la situation, quoi. Comme ça, on n'a que des bonnes surprises et c'est cool. Ok, donc voilà, tu achètes, ce bien. Au niveau du financement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça s'est passé? Déjà, à quel moment la première fois que tu as vu une banque et puis ensuite, ouais, comment est-ce que tu en as vu plusieurs et finalement, quelles sont les conditions que tu as pu obtenir pour financer cet investissement, quoi? Ouais, j'allais voir plusieurs banques, donc du coup, ouais, ils avaient un peu deux visages. En fait, entre le moment où tu vas les voir pour leur Ouais, demander quelles conditions ils font, et le visage d'après où tu as acheté le bien, il faut vraiment qu'ils t'empruntent l'argent. ouais, Et là, en CDD, enfin, c'est beaucoup moins simple, quoi. Ils te disent plus les mêmes choses parfois. yes. Donc, c'était un peu plus compliqué une fois que j'ai eu le bien. Je suis allé voir quatre banques. Ok. Hum, Donc ça, tu Donc, les as vus à quel moment dans le parcours? comment? Tu les as vus à quel moment, ces quatre banques, dans ton parcours de l'investissement? Ben, une fois que j'ai fait une fois que j'avais l'offre d'achat signée. Après, bravo. Ah non, j'en avais vu avant. Ah, voilà, c'est ça que je voulais savoir. J'ai vu quelques banques avant, donc Ok, c'est là où premier visage ok, où voilà, ils d'accord. Et quand mettent tu sur retournes les 25 voir, ans, ok, CDD, ça pose pas de souci, ils reviennent sur yes, les 3 années en arrière. yes. Et après, il y a le visage de après, Ouais, une fois l'offre d'achat signée, où bah, tu es en CDD, ouais, c'est plus compliqué, ça passe en délégation, ok, on fait pas de 25 ans. ouais. Et alors Et en là, fait, du coup, tu as fait quoi? Tu as déposé des dossiers dans plusieurs banques pour assurer le coup? ouais, donc du coup, en fait, j'ai vu quatre banques. J'ai passé comme si c'était un investissement locatif, parce que de base, c'est ce que je voulais Ouais. faire. Mhm. Et donc, j'ai fait tous mes calculs en fonction de. Enfin, j'ai préparé. J'ai vendu mon projet comme si je faisais du locatif. Et donc, du coup, il y a pas mal de banques ouais, qui m'ont dit on ne fait pas de 25 ans, on fait du 20 ans. Ouais, Ensuite, j'ai pas réussi à avoir du sans apport. ok, Donc, j'ai dû mettre les frais de notaire en apport. d'accord. Euh, Est-ce que tu as eu un différé? j'ai eu un différé d'1 an. Ok, excellent.
Mais est-ce que Et les travaux, ils sont financés par la banque aussi ou est-ce que c'est en plus de ta poche? non, les travaux sont financés par la banque. D'accord, donc Donc, la banque c'est finance juste le une bien poche, et les travaux et toi, tu finances tes frais de notaire. c'est ça. J'ai fait un prêt de 138 000 euros. Ok, Et moi, j'ai dû mettre 10 000 euros d'apport. ok, ça marche, très bien. Donc vraiment, le sans apport, là, pour le coup, ça passait pas. Non, ça Dans passait pas. dans Après, aucun de ces cas de banque. j'étais en... j'étais déjà, je savais déjà qu'au final, le projet premier, ça allait être de le revendre. Je Ouais, me suis dit, bon, allez, sans ouais. apport, on peut Oui, oui, faire ça. encore une fois, ça dépend de la situation de chacun et des objectifs de chacun, quoi. Après, pour le coup, si justement tu avais peut-être dit aux banques c'était pour une RP, peut-être que ça aurait pu passer le sans apport. Parce qu'en Ouais. principe, en RP, on a quand même des meilleures conditions, que ce soit sur le taux ou sur l'apport. C'est pas forcément logique, mais c'est comme ça que fonctionne la plupart des banques. Donc ça aussi, c'est vrai que euh, quand on va voir une banque, et surtout quand on est investisseur, euh, le projet peut changer, et comme Xavier, et lui, il va même changer avant même qu'il commence. Mais parfois, tout simplement, on achète un bien en disant au banquier, je vais faire de l'investissement locatif. Et puis 6 mois après, on décide de revendre ce bien parce qu'on a besoin de cash pour faire autre chose. Et au final, ça se transforme presque en achat-revente. Et c'est pas grave, en fait, tant qu'on rembourse notre prêt, le banquier s'en fiche un petit peu. Donc, il faut pas avoir peur. Pas de mentir, mais en tout cas, tâter le terrain, de bien demander au banquier si j'achète une RP, quelles sont vos conditions? Si j'achète un investissement, quelles sont vos conditions? Ensuite, on visite un bien, on trouve, on fait les calculs pour voir justement est-ce que c'est une RP, est-ce que c'est un investissement locatif, est-ce que c'est un achat-revente? Et ensuite, justement, on va pouvoir tout retourner voir tout de suite les banques qui nous proposaient les meilleures conditions par rapport au type de projet qu'on aura choisi sur ce bien qu'on a choisi également, quoi. Ok, donc des 1000 euros d'apport, différé d'un an, donc ça c'est toujours aussi super important. Moi c'est ce que je dis, c'est s'il y a apport en face, il faut qu'il y ait différé. C'est au moins l'un ou l'autre. Bien sûr, l'idéal c'est pas d'apport et un différé de 36 mois, mais si on doit mettre, on n'a pas trop le choix de mettre un apport, eh bien il faut effectivement absolument essayer de négocier le différé en face pour plusieurs raisons, pour te reconstituer un apport rapidement, pour refaire de la trésorerie sur ce projet, pour le sécuriser. Et voilà, donc ça c'est cool. Donc, du coup, tu as acheté ta part, tu as réussi à faire le financement. Donc là, aujourd'hui, tu as signé l'acte authentique, hein, tu es propriétaire. Oui, oui. OK. Là, je suis Et donc clair, là, tu es dans les travaux alors. c'est ça. OK, donc le but, c'est de rénover l'appart pour le revendre directement, donc sans passer par la case location et vraiment faire une plus-value sur la revente, c'est ça? C'est exactement OK. ça. Au niveau des travaux, du coup, c'est quoi à peu près l'ampleur des travaux, le coût, enfin, qu'est-ce que tu dois refaire du coup? Alors, en fait, l'ampleur des travaux, en fait, c'était un appart pour vraiment bien situé. C'était un appartement qui datait de 69 et si OK. la dame vivait dedans depuis 1972. OK. Donc, le Waouh. pire est fait. Donc, OK. il fallait faire, ouais, il faut faire une grosse rénovation, remplacement des fenêtres, rénovation des murs, des sols, des plafonds, mais pas de gros travaux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'agrandissement, pas d'extension, pas de mur à casser ou quoi. On garde vraiment la configuration de l'appart, mais juste une grosse rénovation, salle de bain, Ouais. cuisine, Ouais, non, trois murs. c'est quand même une rénovation entière, quoi. Niveau chauffage, électricité, plomberie, là aussi, il y a du boulot? Ouais, le remplacement de la chaudière, le remplacement, la rénovation de. Je recommence. Il y a le remplacement de la chaudière à faire, tout le système électrique à refaire. Donc, Ok. Ouais, donc c'est ouais. quand même effectivement une rénovation entière. C'est pour moi quand même déjà une grosse rénovation, des gros travaux. Du coup, pour ces travaux, vu que surtout en plus, voilà, c'est certaine importance, enfin une certaine ampleur, à quel moment tu les as chiffrés et comment? Est-ce que tu les as chiffrés avant même de faire ton offre, justement? Est-ce que tu les as chiffrés avant le compromis? Et puis comment? Est-ce que c'est toi tout seul? Est-ce que tu as fait faire des devis? Parce que du coup, faut pas se louper, quoi. J'ai estimé un peu le montant des travaux tout seul avant de faire mon offre. Ok, Et ensuite, j'ai fait chiffrer par des entreprises avant la signature du compromis parfait, pour vraiment être sûr de ne pas avoir de surprise. parfait.
Ok, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est une estimation plus ou moins seule, rapidement, parce qu'encore une fois, si on veut pouvoir faire une offre rapidement et bloquer la bonne affaire, on ne peut pas attendre une semaine que quelqu'un passe pour faire un devis. Donc, il faut savoir se positionner quand même. Mais effectivement, avant de signer le compromis, par contre, avant de s'engager réellement, parce qu'une offre, finalement, on peut toujours s'en défaire, avant le compromis, là, par contre, on fait valider avec des devis. Et voilà, ce que ça fait Xavier, c'est top, effectivement, de savoir que quelqu'un est un petit peu plus cher que les autres et de le faire passer lui, effectivement, ça permet d'avoir des calculs, encore une fois, à peu près pessimistes pour ne pas avoir de mauvaises surprises et plutôt que des bonnes surprises. Et vraiment, je vous invite à faire passer, surtout sur des travaux d'une telle ampleur, au moins 2 entreprises parce que, encore comme les banques, comme tout le reste, il y a parfois aussi là aussi des gros écarts sur les prix, que ce soit sur la main-d'œuvre ou que ce soit sur les matériaux, parce qu'ils vont peut-être vous proposer des fenêtres différentes, une chaudière différente et avec des prix complètement différents. Donc c'est bien aussi de pouvoir comparer, surtout que voilà, quand il y en a pour beaucoup d'argent. Du coup, là, les travaux, ils sont estimés à combien à peu près l'enveloppe globale? Donc là, j'ai estimé les travaux à 35 000 euros. Ok, ouais, donc 35 000 euros, effectivement, c'est déjà une belle enveloppe de travaux. Ok, et donc, si tout se passe bien, donc les travaux sont bientôt finis, tu vas donc vendre. Comment tu as réfléchi à vendre? Est-ce que tu vas essayer de vendre tout seul? Est-ce que tu vas passer par une agence? Je vais essayer de le vendre tout seul dans un premier temps. Après, si ça dure trop longtemps, ce que j'espère pas, Ok. je vais vraiment passer par une agence, mais dans un premier temps, je vais essayer moi-même. Tu as prévu de le mettre en vente quand? D'ici fin mai, début juin. Donc à la fin des travaux. C'est ça. Ok. Pourquoi pas donc le mettre en vente maintenant? Tu le mets en vente maintenant, euh, peut-être même sans photo ou avec des photos qui sont l'état actuel, hein, peut-être même en travaux ou quoi que ce soit, en expliquant clairement, par contre, dans le texte, hein, appartement en cours de rénovation, rénovation entière, sol, mur, plafond, cuisine, machin, machin, fin des travaux à telle date et le prix de vente. Pourquoi je dis ça? Déjà, sur malentendu, ça permet de vendre dès le lendemain de la fin des travaux, tu vois, on confirme en visitant après, enfin quand c'est fini, quand c'est tout propre, on confirme la visite, on signe l'offre et c'est parti. Et aussi, toi, justement, ça te permettra de tâter le marché et de pouvoir te positionner au meilleur prix pour le vendre au plus cher possible, en fait. Parce que si par hasard, tu tapes trop en mettant, voilà, tu as fini les travaux, tu fais des belles photos avec ta nouvelle cuisine, etc. Et puis, comme tous les vendeurs, tu estimes 200, tu as envie d'essayer 210 ou 220, et tu mets à 220, au bout de 3 semaines, un mois, tu n'as rien, tu n'as pas un contact, tu n'as rien, tu vas descendre à 210, au bout d'un mois, peut-être à 200, et puis là, clairement, ton annonce, elle est, enfin, ce qu'on appelle dans le jargon des agents immobiliers, elle est grillée, clairement, parce que les vrais acheteurs, ils regardent le bon coin un peu tous les jours, comme tu as dû le faire. Et donc, si on voit une annonce où toutes les semaines, le prix baisse, eh bien, qu'est-ce qu'on se dit? OK, le truc, il n'arrive pas à le vendre, personne ne le veut, il est à la rue, il a besoin d'argent, je vais encore attendre, ou alors je vais y aller et encore négocier. En fait, on ouvre la porte à la négociation en faisant ça, clairement. Donc, quand on baisse un prix sur une annonce, je vous invite vraiment à vraiment essayer de faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas l'annonce, qu'on change au moins la photo principale, peut-être pas toutes, si on peut toutes, tant mieux, mais au moins la photo principale et le texte. Ça sera la même chose, hein, ça sera le même bien, hein, c'est juste qu'on ordonne le texte un petit peu différemment pour que justement les gens n'aient pas l'impression que c'est une nouvelle annonce qui a baissé, que c'est juste une nouvelle offre qui est plus accessible que celle d'avant, quoi, tu vois. Donc ça peut être, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est une super idée. Je n'avais pas pensé. Pour moi, il fallait que l'appartement soit propre, nickel, fini. Même juste, Donc, tu prends la façade de l'immeuble, hein, l'immeuble. On s'en fout de l'intérieur pour l'instant. Pour l'instant, c'est en travaux. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est la façade de l'immeuble. J'imagine, vu que tu refais toute la cuisine, tu as un plan de cuisine, donc tu peux mettre pourquoi pas un visuel du plan de la cuisine. Peut-être le plan de l'appartement, mais toi, le plan que tu as signé chez le notaire, hein, pas un plan en 3D. Si on a un plan en 3D dans ces cas-là, pourquoi pas vendre le projet en fait en disant voilà ce qu'on est en train de faire, ça va donner ça, les travaux sont finis à telle date, venez visiter dès maintenant si vous voulez en fait, tu vois. Mais là, juste une photo façade de l'immeuble, tu essayes de mettre voilà, sur un prix haut, en expliquant ce qui se passe, que tu rénoves tout de A à Z, en étant un petit peu sexy dans cette description, en mettant en valeur les points forts de ta rénovation, etc. Et puis voilà, quoi. Ça permet de tâter le terrain. Tu baisses, tu montes, tu vois là où ça génère des contacts ou pas. Avec un peu de chance, tu trouves déjà l'acquéreur. Et si tu n'as pas trouvé l'acquéreur à ce moment-là, eh bien, tu sauras exactement tout de suite à quel prix le mettre quand il sera fini
pour le vendre à la fois le plus vite possible, mais en même temps au plus cher possible, parce que le but, c'est pas de brader pour vendre vite, quoi. Donc ouais, ça peut se faire, quoi. Ça serait super pour moi parce que il faudrait que je vende. J'aimerais vendre avant juillet, donc Bah ce serait- ouais. Dans les deux cas, ça va te faire gagner du temps, soit parce que tu auras compris à quel prix te positionner, soit parce que bah, tu auras déjà trouvé l'acquéreur, parce qu'il va voir le potentiel, il va dire, OK, moi je suis chaud bouillant, bah, tu sais quoi, on se revoit quand les travaux sont finis, on valide ça, et ensuite on va chez le notaire. Et donc, dans les deux cas, ça te fera gagner du temps. Donc, ça coûte rien, ça permet de tâter le terrain. Vraiment, la seule chose importante, c'est qu'on ne reconnaisse pas l'annonce entre celle que tu vas mettre aujourd'hui et celle que tu mettras peut-être quand tu auras fini les travaux, si tu n'as toujours pas vendu l'appart d'ici là, quoi. C'est juste ça. À part ça, enfin, ouais, moi, je la poserais dès maintenant. C'est visitable ou c'est vraiment le chantier on peut même Non, pas y mettre les pieds, c'est dangereux, quoi. non, Ouais, c'est visitable. donc go, hein. Pas obligé de faire tous les sites, tous les prospectus, comme j'explique dans la formation, parce qu'il y a plein de méthodes pour communiquer sur la mise en vente, mais juste une petite annonce sur le Bon Coin en mode gratuit, sans payer les options, plus de photos ou plus de machin. Et pourquoi pas deux, trois groupes Facebook locaux. On a tous maintenant dans notre ville, dans notre commune, dans notre région, des groupes Facebook d'immobilier. C'est gratos, ça va te prendre 30 minutes, et puis voilà, ça te permet de tâter le terrain, quoi, à fond. Ok, bon bah merci en tout cas pour ce partage. Est-ce que voilà, pour ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout, est-ce que tu aurais un conseil ou une leçon à donner, une leçon que tu as apprise dans ce parcours ou Ouais, pas? bah, déjà, quelque chose d'important, c'est de bien étudier le marché Ouais. et étudier les prix, savoir au quel prix il faut acheter, quel prix tu peux louer. Mm. Comme ça, bah, le jour où tu visites un appartement, bah, tu es prêt à faire une offre. Et bah, après, même si, comme moi, tu comptais le louer et que tu vois que tu peux faire une belle plus-value, bah, directement le revendre. Et aussi voir les banques avant, parce que ça, c'est vrai que c'est. Je pensais que j'avais beaucoup de temps encore entre le Ouais, compromis et pour aller voir 10 banques, négocier avec toutes les banques, mais au final, non, c'est pas possible parce que le ouais, délai de réponse des banques et tout ça, ouais, c'est ça. au final, tu arrives toujours short Ouais, et ça se passe pas comme prévu. Donc, ouais, c'est aller ça. voir vraiment le maximum de banques avant Ouais, de visiter un bien. Ça, c'est c'est marrant, mais hyper. ça fait trois podcasts, on en parle aux trois podcasts. Et puis Ça surtout, marche. Ouais. ne pas penser sans te former. Ouais, parce que finalement, Ah, comme tu as dit au tout début, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de formation, mais tu as dit au début, ça faisait 5 ans que tu t'intéressais à l'immobilier, donc j'imagine ça veut dire des bouquins, du YouTube, des podcasts, etc. Enfin, des émissions de télé, enfin tout ce qui peut parler d'immobilier, c'est ça? Pendant ouais, plusieurs années. Et au final, du coup, tu as quand même décidé d'investir dans une formation pour te lancer. Pourquoi bah, déjà, ouais? bah, parce qu'en fait, déjà, j'aime pas me lancer sans vraiment savoir où je mets les pieds. Ouais, Et en fait, je me rendais compte que je savais pas vraiment calculer la rentabilité d'un bien, quoi. ok, ok. Donc, en fait, je me suis dit, ouais, je voyais des annonces, je me suis dit, ouais, tu peux louer 500 euros, tu as 500 euros de crédit, bah, ça s'autofinance, c'est génial, c'est facile. Ouais. Sauf qu'en fait, bah, j'ai fait la formation, je me suis dit, enfin, j'ai compris que c'était pas comme ça, en fait, ça marchait pas comme ça. Et Ouais. que Et si pourtant, tu tu voulais avais vraiment voulu. des investissements, il fallait vraiment bien commencer et puis bien investir. Donc, au-delà de chiffres, de rentabilité, de tout ça, moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'investir sereinement, quoi. Ouais, Alors, si j'avais pas fait la formation, j'aurais investi, mais ouais, j'aurais essayé, quoi, parce que voilà, je savais pas vraiment où je mettais les pieds. Alors que ouais. là, bah, je sais que quoi qu'il arrive, bah, déjà, j'avais tout évalué de manière pessimiste. Mhm. Donc, de façon à pas perdre d'argent au pire. Et Yes. puis, ouais, et puis voilà. Ça, c'est ouais, voilà, c'est exactement, je pense pour moi, la grosse différence avec une formation, et alors une bonne formation, hein, et il y en a plein sur le marché, avec une bonne formation et Internet.
Internet, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. C'est clair qu'on peut déjà se former, je dirais, avec Internet, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui sont parfois périmées parce que les lois ont changé, la fiscalité a changé ou quoi que ce soit. Il y a des informations qui ne sont pas du tout adaptées et surtout, il y a des informations qui se contredisent sans cesse. Et moi, le premier, parfois, ça m'arrive de faire quelques petites recherches sur des thèmes bien précis, souvent sur des questions fiscales bien précises. Tu peux faire 5 sites Internet, tu as 5 réponses différentes. Donc, du coup, au final, tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas quoi faire. Et donc, bah, ce qui se passe, c'est soit tu te lances et malheureusement, tu finis avec un projet à 4%, qui est la moyenne française, et donc on ne gagne pas du tout d'argent, soit bah, tu ne te lances pas parce que tu as peur et tu as des doutes. Donc, c'est ça qu'une formation va vous permettre de faire, c'est vraiment de savoir concrètement quoi faire sur chaque étape, de maîtriser votre sujet et, comme Xavier, d'investir sereinement. Et en plus, d'investir sereinement dans un projet qui rapporte de l'argent maintenant et pas dans 20 ou 25 ans à la fin du crédit, comme c'est le cas pour beaucoup d'investisseurs, quoi. Ok, cool, au top. Ouais, j'ai évalué aussi le fait que si quelque chose se passe mal, de changer, Ouais, de changer la destination du projet yes, pour, en gros, de manière locative ou en vente, ouais. enfin, que ça se passe bien dans... Tu as raison, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça et c'est aussi une notion importante que j'évoque dans la formation, c'est d'avoir un plan A, un plan B. Ça fait partie des choses qui nous permettent de sécuriser un projet, pardon. Il y en a d'autres, on a parlé du différé par exemple. Et ça, c'est effectivement le top. Donc là, toi, en fait, à la base, le plan A, c'était de louer. Finalement, on a parlé ensemble lors d'une visio de coaching et quand tu m'as évoqué les chiffres, je t'ai dit réfléchis à la solution de revendre. Aujourd'hui, ton plan A, c'est de revendre. Ouais, Donc, c'est c'est ce ça. qu'on a évoqué lors de ce podcast. Mais du coup, tu as quand même effectivement un plan B. Donc, voilà, en gros, c'est quoi le plan B si tu n'arrives pas à revendre, en tout cas pas au prix que tu voudrais? Le plan B, c'est tout simplement de louer le bien. De louer. Envie d'en meubler, comment? Tu sais déjà? C'est un F4, donc Oui, en vide alors, plutôt, hein. plutôt vide. Ouais. Ok. Et donc, par rapport à l'apport que tu as mis, le différé, enfin, toutes les conditions financières, si tu loues demain l'appartement, j'imagine là aussi tu as fait tes calculs, l'étude de marché, qu'est-ce qui se passe voilà, financièrement dans ta poche? Est-ce que tu as un cash flow négatif, positif, tu es à zéro? Non, je serai à zéro, j'aurai pas de cash flow. Ok, Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la solution de vente. ouais, Mais voilà, j'aurais pas de cash flow, mais ça couvre tout. J'ai pris en compte les impôts, ok, les charges, quoi. Donc, ok. Et je alors, je ne débourserais vraiment rien pour ce projet, même si je venais à le louer. ok, voilà, c'est ça. Au pire des cas, tu n'arrives pas à vendre. Bah, déjà, tu peux baisser le prix, hein. Même si tu fais pas une plus-value de 20 000, mais tu fais 10 000, bah, 10 000 euros de plus-value pour quelques heures. Enfin, c'est quand même un demi-salaire annuel, toi, et tu n'as pas travaillé 6 mois à plein temps. Donc, ça reste quand même une belle somme. Donc, déjà, voilà, on peut revoir le prix un petit peu et revoir ses ambitions si besoin. Logiquement, non, parce que tu as calculé pessimiste. Mais en louant, voilà, tu es au moins à l'autofinancement, y compris impôts, etc. Donc, tu perds pas d'argent, voire même t'en gagnes. Alors, pas tout de suite dans ta poche, t'en gagneras quand tu vends, parce que chaque mois qui passe, bah, finalement, ça sera ton locataire qui rembourse ton crédit. Et tu m'as parlé quand même que tu avais un différé d'un an. Donc, pendant un an, j'imagine, tu as quand même du cash flow pour le coup. Ouais. Ouais, du Ok. coup, pendant un an, oui, je paye, en fait, je paye que les intérêts, donc je paye à peu près 100 euros. Ouais, donc la première année, si tu dois louer la première année, t'as quand même... Je le louerai à 900 euros, là. Donc, Ok. T'as calculé à peu près combien ça te ferait au final si... Enfin, ouais, ton cash flow la première année avec non, le... j'ai Oui. ouais, c'est différent. Mais bon, tu aurais au moins, si tu as 900 euros de loyer, vu qu'il y a 100 euros de crédit, un peu de charge, un peu de taxes foncières, un peu d'impôts forcément. Tu as au moins la moitié à peu près, je pense. Donc la première année, enfin voilà, ça, encore une fois, en étant pessimiste, on peut dire que tu vas avoir au moins 400 euros de cash flow. Si tu dois louer, c'est pas ton plan A. Mais si tu dois louer, c'est au moins 400 euros de cash flow la première année. Donc ça peut être aussi bah voilà, un projet comme ça où j'arrive pas à vendre aujourd'hui, peu importe la raison, ou pas au prix que je veux. Je pense que le marché, il est dynamique, tu as fait ton étude de marché et que dans un an, dans 6 mois, dans 2 ans, je pourrais vendre plus cher. Eh bien, je loue à première année, je prends mes 400 euros de cash flow, donc ça fait déjà 5 000 euros à l'année. Et à la fin de l'année, je remets en vente, quoi, toi.
Donc, ça peut être aussi… En fait, tu gagnes de l'argent dans les deux cas. Encore une fois, plan A, plan B, finalement, tu gagnes de l'argent, quoi. Donc, c'est vraiment ça, c'est très, très important. Enfin, c'est le meilleur moyen pour moi de sécuriser le projet. C'est voilà, j'arrive pas à vendre ou je veux plus vendre, eh bien, je peux louer. Ou au contraire, j'avais prévu de louer, finalement, non, je veux vendre parce que peu importe la raison, j'ai besoin de cash ou j'ai besoin de changer de bagnole ou quoi que ce soit, eh bien, je peux mettre en vente et gagner aussi de l'argent. Et quand on arrive à faire des projets comme ça, eh ben, on est tranquille, on est serein. Et ça, il faut que ça soit valable dès le premier jour. C'est-à-dire que là, Xavier, dès le premier jour, en vendant dès le premier jour, c'est-à-dire le lendemain de la fin des travaux, il gagne 20 000 euros au minimum s'il vend. Ou alors, s'il met en location, dès le premier jour, il gagne au moins 400 euros de cash flow par mois. Donc, si on arrive à faire ça, qu'on valide ça dans notre étude, dans nos calculs, bah là, on achète tranquille, quoi. On est serein. Eh ben, merci Xavier. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ou c'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Cool, super. Bah, merci encore ouais, pour ce partage. Et puis, bah, encore une fois, hein, ça rejoint beaucoup déjà les deux autres podcasts avec Bogart et Charlène. Si vous n'avez pas écouté, vous pouvez retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes. Mais c'est vrai qu'on retrouve cette façon d'investir qui est à la fois sécurisée, on maîtrise notre sujet et en même temps, on optimise chaque étape. Merci Xavier. Pour ceux qui veulent découvrir cette méthode en détail, je vous mets aussi le lien. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Merci à tous. Bye bye. Merci. Salut.